Il est 21h30, ton bébé dort enfin. Après, je sais pas, peut-être 2 heures, 2 heures et demie d'essai, de tétée, de tours dans le couloir, de bercement, de bruit blanc, en espérant que cette fois c'est la bonne. Et ça y est. Bon, si t'es là, c'est que normalement, cette fois, c'était la bonne. Tu es sur le canapé, lui aussi, imagine la scène, et vous êtes à 50 centimètres l'un de l'autre et vous regardez vos téléphones. Pas vraiment parce que vous avez des choses intéressantes à regarder sur le téléphone, mais plus peut-être parce que vous ne savez pas vraiment très bien comment vous regarder. Ce silence, moi je l'ai vécu entre vous deux. Il est lourd, il est tendu. Il y avait plein de choses que vous avez envie de lui dire pendant la journée, ou alors vous n'avez pas vraiment dit, ou des choses qui sont pas sorties vraiment comme vous vouliez. Est-ce que tu te souviens comment c'était avant? Cette période où justement vous parliez le soir, où il y avait plus de légèreté entre vous, cette chose que justement, cette légèreté que tu ne trouves plus entre vous. Et là, quand tu es sur ton canapé, des fois, c'est peut-être arrivé que tu aies cette pensée un petit peu honteuse de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai encore envie d'être là? Si tu as déjà eu cette pensée, bah bienvenue à toi. Bienvenue dans le Baby Clash et du coup, bienvenue dans ce podcast. Le Baby Clash. C'est un mot que j'aime bien, mine de rien, parce qu'il nomme quelque chose que personne ne nomme vraiment. Tout le monde sait que les bébés c'est fatigant, tout le monde dit que les premières semaines sont vraiment difficiles, mais alors on commence un petit peu plus à en parler, mais on parle pas beaucoup de ce qui se passe dans le couple. On dit pas que que ça atteint quelque chose de profond, que c'est quelque chose qui peut vraiment faire mal si on comprend pas ce qui se passe. Donc moi justement aujourd'hui avec ce podcast, j'ai envie de vous donner un petit peu des cartes par rapport à ce que je connais, pas pour que vous ayez peur. Parce que des fois, ce qu'on comprend, ça peut permettre de faire moins peur. Moi, je fais partie de ces personnes où justement, quand je comprends quelque chose, ça me permet d'être rassurée. Donc dans le Baby Clash, il y a 5 mécanismes. 5 choses qui se mettent en place, souvent sans qu'on se rende compte. Et qui créent en fait une distance entre vous, et c'est cette distance que vous ressentez aujourd'hui. Le premier mécanisme, c'est la rigidification des rôles. Avant le bébé, vous fonctionniez en deux individus assez libres. Peut-être que tu cuisinais plus, que lui gérait plus les comptes, j'en sais rien, ou inversement, hein, mais ça bougeait, ça s'ajustait en fonction des contextes. Et avec le bébé, il y a quelque chose qui se fige, qui se fige. Avec les rôles deviennent très très vite beaucoup plus rigides. Elle qui s'occupe du bébé, donc toi qui s'occupe du bébé, et lui qui reprend le travail. Elle qui sait un peu plus, donc toi qui sais un petit peu plus comment le tenir, comment le calmer, et lui, ou elle, hein, inversement, à chaque fois quand je parlerai dans les podcasts, que ce soit lui ou elle, en vrai, on s'en fiche. C'est juste pour distinguer deux personnes. Ça pourrait très bien être lui et lui, ou elle et elle, mais voilà, c'est vraiment pour parler de deux personnes. Donc voilà, lui plutôt qui revient du travail et qui se sent fatigué, etc. Et toi qui restes à la maison avec le bébé et qui te sens fatigué, etc. Donc chacun en fait est surchargé de son côté, mais d'une façon dont personne ne voit. Et ces rôles, en fait, ce qui est important, c'est qu'ils sont pas vraiment choisis. Ils s'installent, et plus ils s'installent, plus ils créent deux mondes séparés sous le même toit. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur la transition justement à la parentalité. Alors je vous donnerai pas les noms, je vous les mettrai en description parce qu'ils sont imprononçables. Donc ces chercheurs parlent de ce moment comme une période où le couple parental prend tellement de place que le couple conjugal, il n'existe plus. Il est vraiment en train de disparaître dans l'ombre. Donc c'est normal au début, mais en fait, il faut pas que ça dure pendant trop longtemps. En fait, vous êtes tellement occupés à devenir parents ensemble que vous oubliez d'être un couple. Donc ça, c'est pour le premier mécanisme. Pour le deuxième mécanisme, c'est évidemment la dette de sommeil. Celui-là, de mécanisme, il est vraiment brutal et on le sous-estime complètement tant qu'on n'a pas vécu ce que c'était. Le manque de sommeil, c'est pas juste la fatigue, c'est vraiment une altération neurologique. En fait, le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de l'empathie, de la régulation émotionnelle, du langage un peu nuancé, bah, tout ça, ça fonctionne moins bien. Et ça fonctionne vraiment beaucoup moins bien. En fait, ça veut dire que tu es moins capable de te mettre à la place de l'autre,
euh, tu supportes moins les frustrations. Par exemple, des choses qui vont être dites un peu de façon neutre, eh ben toi, tu vas les recevoir comme quelque chose de beaucoup plus hostile. Une remarque vraiment anodine de la part de ton partenaire, ça peut devenir très facilement une attaque. Un silence, tu peux le vivre un peu comme du mépris, on va dire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous avez tous les deux des cerveaux abîmés. Et vous vous jugez sur des comportements qui sont produits justement par ces deux cerveaux abîmés. C'est un peu comme essayer, je sais pas, faire de la couture en tremblant, ou voilà, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Donc voilà pour le deuxième mécanisme, la dette de sommeil. Le troisième mécanisme, c'est la charge mentale invisible. Alors on entend de plus en plus parler de la charge mentale invisible. Donc voilà, c'est pas juste la charge des tâches. La charge mentale, c'est vraiment ce flux constant de pensées dans la tête. Qui a rendez-vous chez le pédiatre, si le lait est commandé, si les couches sont à la bonne taille, est-ce qu'il faut en recommander, si la crèche ou la nounou a répondu. Voilà, et il y a aussi ça, et il y a aussi la partie sociale. Est-ce qu'on a répondu à telle personne pour l'invitation? Qu'est-ce qu'il faut qu'on amène pour aller chez cette personne à ce moment-là? Souvent, cette charge mentale, elle est asymétrique, très très souvent. Et en fait, elle est invisible. Celui qui ne la porte pas, c'est là où il y a vraiment le point de douleur et le point de dispute. Celui qui ne la porte pas, il ne la voit pas. Déjà, celui qui la porte, il ne la voit pas toujours. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Celui qui la porte, il sait juste qu'il est épuisé et d'une façon que l'autre n'arrive pas à comprendre. Et parce que celui qui ne la porte pas, il voit juste quelqu'un d'irritable et parfois d'un peu ingrat. Donc le problème, c'est que du coup, bah, y en a un des deux qui se sent seul dans la gestion. Et l'autre, bah, il se sent justement, enfin injustement accusé. Et aucun des deux ne comprend vraiment ce qui se passe. Donc voilà, la communication, elle est complètement rompue à ce moment-là. Bon, donc ça, c'était pour le troisième mécanisme. Pour le quatrième, il y a la perte de désir. Je vais en parler franchement parce que c'est quelque chose dont personne ne parle et qui peut faire beaucoup de dégâts en silence. Après un accouchement, le corps de la femme, bon, c'est pas une surprise, il subit une transformation énorme. Mais pas que physique, il y a aussi la transformation hormonale. Quand je dis physique, c'est pas le périnée, s'il y a des points, etc. Même une césarienne, avec les points justement, voilà, même si c'est pas au niveau vaginal qu'il y a eu un impact, avec la césarienne, bah, c'est quelque chose quand même qui impacte le corps. Une cicatrice, c'est pas anodin. Mais bon, là, je vais parler plutôt de la partie hormonale. Au moment de l'accouchement, la prolactine, elle va monter parce qu'elle favorise la lactation et elle crée en fait un lien intense avec le bébé. À ce moment-là, il y a la testostérone qui chute aussi. Et l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, elle est mobilisée vers le bébé à ce moment-là. Donc le désir sexuel, il peut disparaître complètement pendant des semaines, des mois. Alors pas pour tout le monde. On a tous entendu ces histoires de femmes et d'hommes qui ont des rapports sexuels à la maternité. Mais en tout cas, voilà, là, dans un schéma un peu classique, c'est ce qui se passe et c'est biologique. C'est pas un jugement sur la relation, c'est pas juste, bah non, tu m'attires pas. Non, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti de façon corporelle. Et lui, ça, il le sait pas toujours. Et elle non plus d'ailleurs. Donc souvent, on a tendance à se sentir, tu peux avoir ce sentiment-là de se sentir coupable, mais pourquoi ça revient pas? Mais en fait, ou alors, voilà, cette culpabilité, des fois, elle fait que tu dis rien. Et, et des fois, ça crée du coup une distance émotionnelle. Le cinquième mécanisme, c'est l'isolement. Quand tu as un bébé, toute ta vie sociale, elle est réorganisée. Les sorties peuvent être un petit peu compliquées. Les amis sans enfants, ils comprennent pas tout à fait. Les amis avec enfants sont eux aussi débordés. La famille est présente, mais parfois elle peut être un peu envahissante. Ou des fois même c'est l'inverse. Au contraire, elle est un petit peu absente. C'est un isolement qui est progressif. Parce qu'au début, il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir. Et en fait, vous vous retrouvez à deux, épuisés, tendus, et sans, j'allais dire, filet social qui peut servir des fois à décompresser, à rappeler qui vous étiez en dehors de votre couple. Donc voilà, pour les 5 mécanismes du baby clash. La rigidification des rôles, la dette de sommeil, la charge mentale invisible, la perte de désir et l'isolement. Et ces mécanismes, ils n'arrivent pas parce qu'on est un mauvais couple. T'es pas dans un mauvais couple, pas forcément dans un mauvais couple.
Ils arrivent parce que vous êtes un couple qui est humain et qui traverse des choses d'extraordinairement exigeants. C'est pour ça que je le dis et que je le redis, le baby clash, il détruit pas les mauvais couples. En fait, il révèle le couple, il fait ressortir des choses du couple et qui sont difficiles à gérer à ce moment-là. Et ceux qui sont capables, même fatigués, même perdus, à chercher à se comprendre plutôt qu'à se condamner, en fait, à ce moment-là. C'est pas l'endroit, c'est pas le moment de se condamner quand on vient d'avoir un bébé. Et en fait, si vous êtes déjà en train d'écouter ce podcast, c'est que vous avez déjà fait un premier pas pour essayer d'aller mieux, pour essayer de comprendre et essayer de passer cette tempête ensemble. Et c'est aussi pour ça que ce podcast s'appelle le cap. C'est pour garder le cap, en fait. On va tenir le cap ensemble et c'est ça qui est important. Vous devez tenir votre cap ensemble, comme une équipe. Donc, pour le premier défi que je vais vous dire de faire, c'est un défi tout simple, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc cette semaine, il y a un seul petit réaliste. Même avec un bébé à la maison, il n'y a pas d'excuse. Donc ce soir ou demain, ou dès que vous avez un petit moment, même dans la journée, je sais qu'avec bébé ça peut être compliqué, vous avez 30 secondes devant vous. Vous allez poser une question à l'autre, chacun votre tour. Elle paraît toute bête. Sur 10, comment tu te sens et pourquoi? C'est tout. Je vous demande pas d'avoir une grande conversation, pas maintenant. Pas une thérapie de salon. C'est juste un chiffre et une phrase. Je suis à 4 parce que j'ai eu une réunion difficile et que je suis épuisée. Je suis à 10 parce que le bébé a souri ce matin et que ça a tout changé dans le lien que j'avais avec lui. Donc en fait, le fait de faire ça, ça fait deux choses. Il vous rappelle que l'autre aussi a des ressentis à l'intérieur. Ça permet un peu de se sortir de sa torpeur, de sa fatigue, tout ça. Ça permet de se rappeler que voilà, derrière la personne qui a pas vidé le lave-vaisselle ou qui s'est pas levée pour le bébé, ben, il y a lui aussi des choses qu'il ressent. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué que beaucoup de gens oublient. J'ai été la première à oublier ça, à râler contre lui pour des choses. Et en fait, il était en train de vivre des choses aussi que je ne savais pas. Et ça me rappelle, et en fait, la deuxième chose aussi que ça fait de se poser cette question, ça me rappelle que je peux m'intéresser à l'autre, même fatiguée, même en silence sur ce canapé, une petite phrase, juste, ça peut permettre de me rappeler que je peux m'intéresser à l'autre. Donc voilà, juste 2 minutes avant de se poser, de prendre les téléphones, de scroller toute la soirée. 2 minutes. Pour vous aider, j'ai aussi créé un guide gratuit sur le baby clash pour vous aider un petit peu à identifier si vous êtes en baby clash déjà et un peu à quelle hauteur et des petites phrases que vous dites généralement assez spontanément, mais je vous ai mis une reformulation pour être un peu moins dans le dur, dans l'accusation de l'autre. La semaine prochaine, on parlera du fait de compter les points dans un couple, de dire oui, toi t'as fait ça, moi j'ai fait ça, et voilà, de pourquoi on le fait. Donc si vous voulez suivre le prochain épisode, abonnez-vous, et moi je vous attends sagement. Et je suis sûre que vous en sortez mieux que vous ne le croyez. Bisous!